Nous allons aborder le chapitre 4, dernier chapitre de la partie 1, donc la Seconde Guerre mondiale, une guerre d'anéantissement. Revenons sur la situation en Europe avant la Seconde Guerre mondiale, donc en 1939. Nous avons deux régimes totalitaires, le régime totalitaire allemand, le régime totalitaire soviétique de Staline. Alors revenons sur l'Allemagne. Hitler a comme idéologie l'envie et le souhait de rassembler l'ensemble des peuples germaniques dans une grande Allemagne, un grand Reich. C'est ce qu'il commence à faire dès 1938, puisqu'il annexe tout d'abord l'Autriche, juste ici sur la carte, puis il s'attaque à la République tchèque et la Slovaquie, qui est envahie dès 1939. Ces deux territoires étant peuplés d'Allemands, il est donc nécessaire de les regrouper à la Grande Allemagne. Avant de se lancer à la conquête d'autres territoires qui seraient nécessaires à la survie du peuple germanique, toujours selon l'idéologie d'Hitler, il met en place un système d'alliances. Tout d'abord, une alliance avec l'Italie, ce qu'on appelle le pacte d'acier en 1939. Puis il fait une alliance d'un genre un petit peu nouveau avec Staline, c'est ce qu'on appelle le pacte de non-agression. Donc avant d'attaquer la Pologne, Hitler s'assure que l'URSS de Staline n'aidera pas la Pologne et ne attaquera pas sur la partie orientale. Le système d'alliance est donc mis en place entre l'Allemagne, l'Italie en Europe et le Japon en Asie. C'est ce qu'on appelle l'Axe. Alors nous allons voir dans une première partie les phases de la Seconde Guerre mondiale et tout d'abord les victoires de l'Axe petit 1 entre 1939 et 1942. Nous verrons trois sous-parties, tout d'abord la tactique allemande, puis les batailles d'Angleterre et de la Méditerranée, et enfin nous verrons comment le conflit s'est mondialisé. Alors la tactique allemande s'appelle la Blitzkrieg, guerre éclair. Guerre éclair qui est dévoilée pour la première fois donc dans l'attaque de la Pologne le 1er septembre 1939. Il s'agit en fait d'une attaque rapide basée sur la stratégie d'offensive rapide utilisant des blindés et des avions. On envoie l'aviation qui pilonne par surprise l'ennemi et ensuite les blindés viennent renforcer et consolider la situation. Donc en septembre 1939, Hitler envahit la Pologne, personne ne réagit, la France déclare la guerre à l'Allemagne mais n'intervient pas. L'URSS, en vertu du pacte de non-agression, envahit la partie orientale, la partie est de la Pologne. En 20 jours, l'ensemble de la Pologne est conquise et entre les mains des Allemands et des Soviétiques. La guerre a enfin commencé. Alors cette guerre se poursuit vers le nord. Hitler s'attaque d'abord au Danemark, puis à la Norvège, et ce n'est qu'à partir de mai 1940 que la guerre se déclare à l'ouest. Les Français attendent les Allemands le long de la ligne Maginot, donc le long de la frontière avec l'Allemagne, cette frontière qui a été fortifiée, mais les Allemands reprennent la stratégie de la Première Guerre mondiale, à savoir passer par la Belgique et les Pays-Bas. Ils font une percée à Sedan et envahissent très rapidement le pays, puisque en l'espace de 5 semaines, la France est envahie, c'est la plus lourde défaite de notre histoire, et les Allemands ont réussi en 10 jours à couper la France en deux et à repousser les troupes françaises et britanniques jusqu'à la poche de Dunkerque, ici au nord. C'est donc la débâcle de l'armée française. Le 14 juin, Paris est occupé et un armistice est signé le 22 juin 1940. Le 10 juin 1940, l'Italie entre enfin en guerre aux côtés de l'Allemagne. La guerre à l'ouest est donc bien en marche. Petit b, la bataille d'Angleterre et l'enjeu de la Méditerranée. Une fois la France envahie, le nouveau projet d'Hitler est d'envahir l'Angleterre. L'Angleterre qui refuse de se rendre, qui organise la résistance à l'Allemagne et devient un lieu de refuge pour les troupes françaises qui rejoignent le général de Gaulle à Londres. Alors la bataille d'Angleterre consiste
à des raids aériens, puisque l'Angleterre est une île, et il y a même un projet de débarquement de l'Allemagne contre l'Angleterre, mais les Britanniques parviennent à repousser les attaques aériennes et font renoncer Hitler à l'idée d'un débarquement, d'autant plus que les Britanniques ont inventé un système de radar leur permettant d'anticiper les attaques aériennes. Donc les Allemands changent de stratégie et décident de faire un blocus de l'ensemble de l'Angleterre. La guerre se déplace donc alors vers d'autres contrées, à savoir les colonies, en particulier l'Afrique, puisque les Européens ont de nombreuses colonies en Afrique. Ici l'Égypte, colonie britannique, la Libye, colonie italienne. La guerre se fait donc le long de cette frontière et les Italiens qui sont entrés en guerre attaquent également donc l'Angleterre depuis la Libye, mais les Italiens moins bien préparés que les Allemands, moins stratégiques, ont quelques soucis et donc Hitler envoie des troupes en Libye pour aider les Italiens, c'est ce qu'on appelle l'Africa Corps. Et donc ces troupes italiennes et allemandes parviennent à faire reculer à l'intérieur de l'Égypte les troupes britanniques et petit à petit à conquérir le territoire égyptien. Ce qui nous amène au petit c, la mondialisation du conflit. La guerre devient mondiale à partir de 1941-42. Alors revenons sur cette carte de 1942. On peut constater ici que l'Allemagne domine une bonne partie, vous le voyez, de l'Europe. En noir sont représentés l'Allemagne et l'Italie. En rouge, les pays qui sont dominés par l'Allemagne et l'Italie. Du côté du Pacifique, le Japon, ici en noir, domine toute une partie du continent asiatique, la Chine, mais également l'Indochine, le Vietnam, la Thaïlande, Singapour, plus l'ensemble des îles du Pacifique asiatique. La guerre s'est également propagée aux mers, puisqu'une guerre sous-marine à outrance a lieu dans l'Atlantique, Atlantique Nord, Atlantique Sud, également au sud de l'Afrique, au Cap de Bonne-Espérance. Et la résistance s'organise puisque l'ensemble des pays alliés sont représentés ici en vert. Pays alliés car il y a un ensemble de colonies, l'Afrique est composée de colonies essentiellement européennes, et également en Asie où on a des colonies européennes. Donc l'ensemble de la guerre a gagné de manière plus ou moins importante, plus ou moins présente, l'ensemble de la planète. Voici ce que nous retenons. La situation anglaise. Les États-Unis restent en 1941 à l'écart du conflit, mais ils décident de soutenir plus efficacement, plus dynamiquement les Anglais, les alliés anglais et également l'URSS. En 1941, en mars, ils votent la loi Preble qui permet aux États-Unis de fournir du matériel à l'URSS et au Royaume-Uni. Et en août 1941, ils signent la Charte de l'Atlantique qui expose les raisons du combat contre l'Axe. C'est un combat de la démocratie contre le fascisme. Le conflit gagne de nouveaux pays, notamment l'entrée en guerre des États-Unis le 7 décembre 1941, puisque les Japonais ont attaqué par surprise la base navale américaine de Pearl Harbor sur l'île d'Hawaï dans le Pacifique. Ainsi, les États-Unis se retrouvent en guerre contre l'Allemagne et l'Italie. La guerre devient mondiale. D'autant plus que l'URSS change de camp. En 1941, en juin exactement, Hitler attaque l'URSS dans une opération nommée Barbarossa. Depuis la Pologne, il lance ses troupes en septembre et en décembre, elles sont aux portes de Moscou, la capitale soviétique. Hitler souhaite ainsi conquérir le territoire soviétique et s'approprier le pétrole russe qui lui est nécessaire pour poursuivre le combat. L'URSS passe donc du côté des Alliés à partir de 1941. Ce qui nous amène à envisager les victoires alliées. Alors, pourquoi renversement de la situation? C'est ce que nous allons voir dans deux sous-parties, le renversement de la marée, expression de Winston Churchill, et petit b, l'effondrement de l'Axe.
Alors, les phases de la guerre, je vous le rappelle, de 1939 à 1942, on a des victoires successives des forces de l'Axe, de l'Allemagne et de l'Italie, notamment la bataille d'Angleterre, Pearl Harbor, l'invasion de l'URSS. Mais à partir de 1942, on voit un recul et progressivement des victoires des Alliés qui nous amènent à la capitulation allemande et à la chute du Japon en 1945. Alors, petit a, le renversement de la marée, expression donc de Winston Churchill, le premier ministre britannique de cette époque, assez reconnaissable à sa physionomie. Il y a un retournement de la situation sur 3 fronts, grâce à 3 victoires alliées. Des victoires alliées à Midway et Guadalcanal qui permettent d'arrêter l'avancée des Japonais dans le Pacifique. Victoire également à El Alamein en Égypte qui permet de stopper l'avancée des Allemands et des Italiens en Égypte. Et enfin, les Soviétiques repoussent les Allemands lors de la bataille de Stalingrad. Alors dans le Pacifique, voici la situation. Ici Pearl Harbor, la base américaine qui avait été attaquée en décembre 1941. L'ensemble ici des petites îles que les Japonais maîtrisent, dominent, mais on a également un ensemble d'îles européennes ou également américaines, et c'est à partir de ces petites îles que les Américains vont réussir à stopper d'une part l'avancée japonaise, mais à reconquérir île par île l'ensemble du Pacifique. Alors, l'effondrement de l'Axe. Retenons qu'il y a un recul de l'Axe sur tous les fronts. Tout d'abord, en Afrique du Nord, les Anglais, les Américains et les forces françaises libres sont en train de reconquérir progressivement l'Égypte et la Libye. Ils sont en mesure d'organiser un débarquement en Sicile en 1943 et donc de faire capituler l'Italie cette même année. En URSS, il y a une libération progressive de ce pays. Staline repousse les troupes d'Hitler, puis libère la Pologne et une partie des Balkans. Enfin, dans le Pacifique, les Américains sont en mesure de bombarder Tokyo dès février 1945. C'est à cette date de 1944, le 6 juin 1944, que les Alliés décident le débarquement en Normandie qui permet de reconquérir progressivement le continent européen depuis l'ouest. Alors, débarquement qui a lieu donc le 6 juin sur l'ensemble des plages de Basse-Normandie, puis Ouistreham jusque Sainte-Mère-Église, juste ici dans le Cotentin. Donc une bataille, ce D-Day qui en fait s'est déroulée en plusieurs phases, 5 phases. Il y a d'abord eu le débarquement sur les plages de Sword, Juno, Gold, Omaha et Utah Beach. Le 6 juin au soir, seule la plage d'Utah est assez bien maîtrisée. Ensuite, les Américains mettent en place des bases logistiques ici sur Arromanches et Port-en-Bessin, ce qui leur permet d'avoir le matériel nécessaire, les armes, etc., pour pouvoir faire des percées et parvenir à la mi-août, fin août, à pouvoir prendre en étau les troupes allemandes qui se sont réfugiées ici dans la zone de Falaise. C'est donc une reconquête difficile mais qui s'avère assez efficace puisque dès la fin juillet, Cherbourg par exemple est libéré et ensuite les troupes peuvent aller vers la Bretagne et libérer l'ensemble de la Bretagne. Paris n'est libéré que le 25 août 1944. C'est une photo des barricades faites par les Parisiens, puisqu'il faut savoir que la libération de la France s'est faite en grande partie grâce à l'aide des résistants. C'est la même chose en Italie, ça a été la même chose également dans d'autres pays, comme par exemple la Yougoslavie. L'Allemagne finit par capituler le 8 mai 1945. Elle est prise en étau, les troupes soviétiques sont aux portes de Berlin. L'Allemagne n'a plus d'autre choix que de capituler. Hitler s'étant suicidé le 30 avril. Le Japon, lui, ne capitule que le 2 septembre 1945 après les bombardements d'Hiroshima et de Nagasaki
grâce au largage de la bombe atomique par les Américains les 6 et 9 août 1945. Voici les résultats de ces bombes qui, en l'espace d'une bombe, peuvent tuer plus de 70 000